C'est l'heure de votre journal sur Nord TV, place au sommaire. Une délégation d'hommes d'affaires du groupe turc Souma reçue en audience ce jour par le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Dansima. Dans cette édition d'information, le Cheikh Mansour nous parlera également des mérites de la méditation en cette période du jeûne du mois béni de Ramadan. 7000 Gabonais réduits au chômage depuis la fermeture des entreprises d'Hervé Patrick Obianga, selon l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant. Vous êtes sur le canal 7 de Satcon. Après sa visite au centre hospitalier universitaire de Libreville, le président de la transition, par ailleurs candidat à l'élection présidentielle du 12 avril prochain, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema s'est rendu au musée national. En effet, Tétis, sur place, il s'est soumis à un test d'évaluation d'aptitude linguistique organisé par la commission en charge de cet exercice. Retrouvons la communication présidentielle pour le reportage. Dans le cadre de l'élection présidentielle du 12 avril prochain, le président de la transition et candidat, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, a marqué sa présence au musée national pour se soumettre à l'évaluation de l'aptitude linguistique imposée aux prétendants à la magistrature suprême. Comme tous les autres candidats, il a passé un test de langue visant à évaluer sa capacité à parler au moins une langue nationale. Mais ça s'est très bien passé. Quelle était vos impressions, la commission? J'ai eu un thème sur les infrastructures routières. Nous avons débattu sur les routes. On s'est bien compris. On a abordé le chômage, l'éducation des jeunes. Cette épreuve découle d'une nouvelle disposition introduite par le Code électoral à son article 179, alinéa 8, qui exige désormais que chaque candidat à la présidence démontre sa maîtrise d'au moins une langue vernaculaire. Cette mesure vise à renforcer l'enracinement culturel des dirigeants, à favoriser une meilleure communication avec l'ensemble des Gabonais et à préserver le patrimoine linguistique national. À la primature, le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Dansima, a reçu en audience une délégation d'hommes d'affaires du groupe turc Souma. Actif dans le secteur de la construction, de l'énergie et bien d'autres, ce groupe envisage d'investir dans plusieurs domaines d'activité dans notre pays. Retrouvons la primature pour le reportage. Les opportunités d'investissement dans le secteur des infrastructures et sur la construction d'un centre de conférence international au Gabon associé à un complexe hôtelier au cœur des échanges entre le Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Raymond Dansima, et une délégation d'hommes d'affaires du groupe turc Souma qui envisage d'investir au Gabon dans plusieurs secteurs de l'économie nationale. Nous avons discuté de certains projets qui ont déjà été planifiés par Monsieur le Premier ministre. Cependant, un des projets élémentaires dont nous avons parlé est le projet de cité administrative gouvernementale. En effet, nous allons en parler avec toutes les parties impliquées afin d'avoir plus de retours sur les propositions et les études. Des projets qui font partie des secteurs dans lesquels les autorités gabonaises ont invité depuis plusieurs années les grands groupes turcs à investir au Gabon lors du forum Turquie-Afrique tenu à Istanbul en octobre 2021. Il y a une belle relation entre la Turquie et le Gabon. Comme vous le savez, nous sommes une entreprise et nous travaillons présentement dans le cadre de la Cité de la démocratie. Ça va déjà faire 1 an que nous sommes dans le pays. Et avec ce beau pays, nous allons continuer avec la collaboration entre la Turquie et le Gabon. Et en effet, notre but est de transférer notre connaissance au peuple gabonais et aussi créer plusieurs choses possibles pour le peuple gabonais, créer du travail, de l'emploi pour eux. Selon le groupe turc Souma, ce projet d'envergure qui a débuté il y a plusieurs mois va se poursuivre en 2026. Les ressortissants de la Lueti Bibaka se rangent derrière le candidat Brice Clotaire Oligui-Nguema. En effet, les ressortissants de la Lueti Bibaka Malinga, présents dans la capitale gabonaise, se sont réunis le 5 mars courant pour réaffirmer leur soutien au général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema au surlendemain de la déclaration de sa candidature à l'élection présidentielle d'avril 2025. Retrouvons Daniela Eyeup pour le reportage. Alors que les élections présidentielles approchent, le vénérable sénateur Banaka Ngonda réunit les ressortissants de la Lueti Bibaka dans le but de faire un tour d'horizon sur les investissements du président de la transition dans cette partie du pays. Vous vous souviendrez que lors de son passage à Malinga, il avait instruit
responsable de l'entreprise Le Roi des Chantiers pour l'exécution des différents travaux, à savoir la construction d'un hôpital départemental, l'aménagement des voiries urbaines sur un linéaire de 8 km, le forage en eau potable et l'électrification. Toujours dans le cadre des élections présidentielles du 16 avril prochain, le vénérable sénateur appelle également les populations de cette localité à l'unité et à la solidarité pour soutenir le candidat Brice Clotaire à Oligui Nguema. Il fallait annoncer aux populations de la Loïti Bibaka qui résident à Libreville la candidature du président de la République à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Et nous nous préparons pour une motion de soutien à sa candidature. Parce que c'était le rêve. De toutes les façons, c'est le candidat de la Loïti Bibaka qui a été déjà choisi depuis et il sera voté le 12 avril à 100%. Au nom des ressortissants de cette localité, le sénateur Banaka Ngonda a dit être satisfait des travaux réalisés. Je suis satisfait malgré les deuils qui sont vraiment qui émaillent les populations de Malinga. La population de la Loïti Bibaka se dit être prête pour les élections prochaines car les enjeux de ce vote pourraient façonner l'avenir du pays et chacun se prépare à jouer son rôle dans ce moment décisif. Vous le savez, le torchon brûle entre Stéphane Iloko Boussengi et son ancienne famille politique. Après le coup de la libération du 30 août 2023, l'ancien porte-parole du Parti démocratique gabonais avait rejoint les rangs de la plateforme Ensemble pour le Gabon aux côtés d'Alain-Claude Billy Bidzé et aujourd'hui, plus rien ne va entre eux. Dans l'extrait de l'entretien qu'il a accordé à la rédaction de Nour Télévision ce jeudi, Dr Iloko revient sur sa démission, sinon son départ de cette plateforme et sa candidature à l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Nous l'écoutons au micro d'André Aseko et Jean-Christian Goma. Merci pour l'occasion que vous me donnez de parler d'un faux départ. Il n'y a jamais eu de départ de ma part. S'il y a eu un départ, mais ce sont les membres... ce ne sont même pas les membres de la plateforme, ce sont les cousins, les neveux, les frères du président Alain-Claude Billy Bidzé à travers deux actes précis. Le premier a été posé par M. Juglas, qui a pondu un communiqué expliquant ou traduisant le mécontentement de la plateforme, lui Juglas, et qui était signé du comité de communication de la plateforme. Je n'avais donc pas le droit, selon eux, de prendre la parole au nom de la plateforme. D'ailleurs, il n'y a pas de porte-parole de la plateforme officielle. Et toute personne qui était désormais, qui se risquait de prendre la parole en dehors du président Alain-Claude Billy Bidzé se voyait viré purement et simplement de la plateforme. Je n'ai pas pris de parole après ce communiqué. Et donc, je suis surpris d'entendre les gens dire que je suis parti de la plateforme. Je n'ai pas démissionné de la plateforme. Et vous savez, je suis membre fondateur de la plateforme. Et nous ne sommes pas 20. Nous ne sommes pas 20. Il y a, bien sûr, il est prévu des sanctions chaque fois qu'un membre de la plateforme enfreignait aux règles, aux lois en vigueur. Ces sanctions sont prises au terme d'une audition, d'un débat entre le mis en cause et bien sûr la plateforme. Cette séquence n'a pas eu lieu. Je ne sais pas ce qu'on me reproche, en tout cas, mais je sais que M. Moore, un autre proche du président Alain-Claude Billy Bidzé, m'a supprimé de la plateforme de WhatsApp, de la plateforme depuis hier. Donc voilà, il a pondu un article dans lequel il dit que je ne vaux rien, que je n'ai pas de troupes, que ce message je le laisse responsable de ces... Si je ne valais rien, si je ne représentais rien, mais pourquoi tout ce bruit-là?
Donc écoutez, arrêtez. Moi, je suis candidat à l'élection présidentielle, j'ai une vision pour mon pays. J'ai d'ailleurs partagé cette vision avec le président Alain-Claude Bilibinze. Je pensais que nos deux visions fonderaient l'une dans l'autre, on ferait un projet de société mais absolument imparable et nous constituerions une alternative crédible au projet du CTRI. Mais il n'est pas capable, il ne perçoit même pas les choses normalement. Il ne perçoit pas les choses normalement. Il ne faut pas qu'il cherche un bouc émissaire. Il n'est pas crédible. L'intégralité de cet entretien vous sera diffusée sur Nour TV ce week-end. Parlons à présent de l'affaire Hervé Patrick Opianga. En effet, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale qui continue d'intensifier ses efforts pour obtenir le retour de son président Hervé Patrick Opianga a tenu une conférence de presse ce 6 mars 2025 à Libreville. En effet, au cours de celle-ci, le parti d'Hervé Patrick Opianga a déclaré que 7000 Gabonais sont réduits à la précarité depuis novembre 2024 dû au chômage occasionné par la fermeture des entreprises de Hervé Patrick Opianga. L'UDIS appelle à la bienveillance du général Brice Clotaire Oligingema. 7000 Gabonais sont au chômage depuis le déclenchement de ce que l'on qualifie aujourd'hui de l'affaire Hervé Patrick Opianga. Au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue ce jeudi 6 mars 2025, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale a mis en lumière cette situation. L'UDIS, dans sa déclaration du jour, est revenu sur la situation des 7000 compatriotes qui sont clochardisés, précarisés du fait de l'absence prolongée de M. Hervé Patrick Opianga. 7000 compatriotes sont dans la misère, tirent le diable par la queue. Nous voulons que chacun, les uns et les autres, puissent faire preuve d'humanité et donc faciliter le retour en toute sécurité de notre leader. Jusqu'à présent, les entreprises sont fermées, les employés sont à la maison, donc ne vont plus au travail, ne perçoivent plus leur salaire depuis près de 4 mois aujourd'hui, ce qui est une situation socialement insoutenable. Au cours de cet échange avec la presse, l'UDIS a une fois de plus interpellé le président de la transition, Brice Clotaire Oligingema, sur cet acharnement judiciaire autour de son président. Monsieur le président de la transition, l'UDIS s'indigne du fait que, depuis le mois de novembre 2024, un fils du Gabon, un aîné, est une fois de trop victime des incohérences de notre justice et des bassesses de notre système politique. Un fils du Gabon qui partage pourtant la même conscience et la même déférence pieuse pour nos valeurs spirituelles et morales communes est pris dans les mailles d'une justice parjure et dévoyée, instrumentalisée à des fins politiques pour faire payer le prix fort à un enfant de cette terre, dont le malheur prend source dans ce qui fonde toute société véritablement démocratique, la divergence d'opinion. Nous avons interpellé la première institution du pays, le chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema. Nous sollicitons son action, nous sollicitons de lui qu'il se penche sur la douleur, la souffrance de ces 7000 compatriotes aujourd'hui aux abois. Il faut rappeler qu'au cours de ses précédentes sorties, l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale a exigé des autorités judiciaires la prononciation d'un non-lieu, affirmant détenir des preuves irréfutables d'une manipulation judiciaire orchestrée au détriment d'Hervé Patrick Opianga. Le Gabon est une énième fois honoré sur la scène internationale. Cette fois-ci, c'est Caméliane Tontoum Leclerc qui fait parler d'elle. L'actuelle ministre d'État de l'Éducation nationale figure parmi les 50 femmes les plus influentes du continent. Selon le dernier classement du magazine Forbes Afrique, dans sa dernière édition, cette distinction augmente l'aura du Gabon sous la scène internationale. Retrouvons ce reportage signé Daniela Eyum. Devenue première femme élue présidente de la Confédération internationale des associations des anciens élèves de l'ENA,
Camélia Tuntum Leclerc a cette fois-ci été honorée par le magazine Forbes Afrique, où elle a été classée parmi les 50 femmes africaines les plus influentes. Une reconnaissance qui place le Gabon sous les projecteurs internationaux vient ici saluer le parcours exceptionnel de cette femme visionnaire et son impact considérable sur l'éducation et la gouvernance en Afrique. Diplômée de prestigieuses institutions telles que l'École nationale d'administration de France, le CELSA, à la Sorbonne et Sciences Po, Camélia comptabilise 6 diplômes dans les domaines de l'administration publique, des sciences politiques, du management et de la communication. Son expertise et son leadership l'ont propulsée au sommet de la haute administration gabonaise où elle a su déposer sa marque bien avant d'entrer au gouvernement. Camélia Tuntum Leclerc a occupé des postes stratégiques en tant que conseillère à la primature en 2010, puis en dirigeant la direction de l'information gouvernementale. À partir de 2014, elle a organisé des campagnes majeures comme la communication officielle du Forum USA-Afrique à Goa en 2015 et celle de la Journée internationale de la femme en 2016, témoignant de son engagement pour la visibilité du Gabon sur la scène internationale. Sa nomination en 2022 en tant que ministre de l'Éducation nationale, chargée de la formation civique, lui a permis de moderniser avec détermination le système éducatif gabonais. Force est de constater que cette distinction ne lui fait pas perdre de vue l'essentiel. Loin des projecteurs, Camélia Tuntum Leclerc conserve un attachement viscéral à ses racines. Au-delà de la célébration personnelle, ce classement est une fenêtre ouverte sur une nouvelle vision de l'Afrique, portée par des figures féminines d'exception. Dans un continent en pleine mutation, des leaderships comme Camélia Tuntum Leclerc incarnent une Afrique qui se réinvente en tradition et modernité. Comme on le dit si bien, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Le ministre en charge de l'Environnement et du Climat, Maïs Mouissi, en sa qualité de natif du département de la Dola Ndende, a été au chevet de la troupe théâtrale du lycée Paul-Marie Yembi, appelé à prendre part aux activités socio-culturelles coordonnées par la Fédération gabonaise des activités scolaires. Au cours de son séjour dans la commune de Ndende, le membre du gouvernement a traduit son soutien multiforme aux différents compétiteurs. Retrouvons ce reportage de notre correspondant local. C'est en qualité de natif du département de la Dola que le ministre de l'Environnement et du Climat, Maïs Mouissi, a rendu visite ce 28 février aux équipes du lycée Paul-Marie Yembi de Ndende, engagées dans les compétitions socio-culturelles de la FEGAC, la Fédération gabonaise des activités scolaires. Je suis venu à l'invitation des proviseurs et des élèves qui sont engagés dans une compétition provinciale puis nationale pour leur porter d'abord le soutien, pour les encourager et pour leur dire que dans les activités qu'ils mènent, ils seront soutenus et pendant les accompagner. C'était aussi l'occasion d'échanger avec le proviseur et l'administration sur la situation globale ici. Outre le soutien multiforme apporté à ses compétiteurs, Maïs Mouissi a mis à profit ces moments afin de visiter cet établissement secondaire, rénové à 80% par une société de la place dans le cadre de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Le président est passé ici il y a quelques mois. Il a lui-même visité cela, j'étais présent, et il a pris un certain nombre d'engagements pour faire en sorte que les travaux s'étendent jusqu'au niveau de l'internat. Ensuite, il y a tout le processus budgétaire qui fait qu'on doit arriver à l'inscrire dans la loi pour pouvoir matérialiser tout cela. Mais c'est un point qui est à l'ordre du jour et qui a toute l'attention de chacun. Les compétiteurs, quant à eux, ont dit remercier le membre du gouvernement originaire de la localité pour le soutien apporté. Le geste posé ce jour reste une véritable source de motivation. Je suis très heureux, très reconnaissant envers monsieur le ministre pour le geste, pour le soutien. Ce qui est vrai, c'est qu'on va en bataille, c'est pour remporter. Voilà, on ne part pas pour être les perdants. À l'issue de ces moments, les forces en présence se sont séparées avec l'espoir de remporter les premiers prix dans les compétitions scolaires. Pour la gloire du lycée Paul-Marie Yembi de Ndende. Allons-y du côté de Lambaréné, dans la province du Moyen-Logoué, où la ville du docteur Schweitzer se dote de bacs à ordures pour lutter contre l'insalubrité grandissante. En effet, le délégué spécial de la municipalité locale, le général Bibaï Itanda, et ses collaborateurs ont officialisé la mise en service d'une vingtaine de ces bennes et des abribus au cours d'une cérémonie sobre. C'était en présence de Yves Malik, notre correspondant sur place.
Dans sa lutte contre l'insalubrité, la délégation spéciale de l'Ambaréné intensifie ainsi son acharnement. Ici au carrefour d'Ichouetzer, dans le premier arrondissement, le général Biba Itanda et ses équipes dévoilent la plaque inaugurale de l'abri à bac à ordures de la zone. C'est manifestement une preuve irréfutable de leur engagement. Nous avons prévu la construction de 20 abris bacs pour que la saleté ne traîne pas n'importe où. Un engagement qui ne va pas s'arrêter là, car ce n'est que le début. Les travaux du deuxième vont commencer. Le deuxième, il va être installé à côté du camp de police, à l'entrée sud de la ville. Tous les moyens sont mis en route pour rendre la ville plus resplendissante. La recommandation a été d'inviter les populations à plus de responsabilité et de citoyenneté. Respectons les heures de dépôt des ordures ménagères de 18h à 21h. Message reçu par l'administrateur du quartier qui promet d'être le premier gendarme. À partir d'aujourd'hui même, moi-même, je ferai des tours ici pour sensibiliser. Dans cette foulée inaugurale, le patron de la ville s'est ponctuellement converti en agriculteur. Lui et certains de ses collaborateurs ont notamment fait du planting de rejets de bananes, 10 au total, sur un corridor d'une dizaine de mètres, en signe de prospérité, de fertilité et plus encore. Un symbole de prospérité, un symbole de retour à la terre que nous lançons à l'endroit des populations de cette cité. Imposer la patte militaire sous le sceau de la discipline au bénéfice d'une ville plus digne, c'est le pari du général Biba Itanda. Un plan qui s'implémente chaque jour, même si du chemin reste à faire. Parlons à présent de religion dans ce journal. Depuis quelques jours, la communauté musulmane nationale et internationale observe le jeûne de Ramadan 1446 de l'Hégire. Dans cette période déterminante de la vie spirituelle du musulman, il est fortement conseillé aux croyants de se donner à la méditation. En effet, Cheikh Mansour, l'imam adjoint de la mosquée centrale de Libreville, nous édifie sur les clés et les mérites de la méditation. La méditation pendant le Ramadan présente de nombreux mérites et bienfaits, tant sur le plan spirituel que mental et physique. Ce mois de Ramadan 1446 est l'occasion pour le guide religieux Cheikh Mansour de revenir sur les mérites de la méditation à cette période cruciale pour les musulmans. Nous avons des avantages spirituels et pour reconnaître ces avantages spirituels, il faut y mettre la méditation. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des sens que nous appelons les sens physiques. Et ces sens physiques tels que la vue, le goût, l'odorat, le toucher, ainsi de suite. Et il y a aussi des sens invisibles. Et ces sens-là sont des sens spirituels. Nous avons la raison, la perception, ainsi de suite. Donc, l'islam amène beaucoup à méditer à cause du fait que ce que Allah a créé et qui est invisible est beaucoup par rapport à ce qui est visible. Donc, dans la spiritualité, le jeûne du Ramadan est profond. Il y a trop de profondeur dans la spiritualité. Nous devons méditer pendant ce mois du Ramadan. Une fois que nous nous sommes empêchés de manger, de boire et de jouir de nos épouses légalement mariées, il est recommandé à chaque croyant de lire le Saint-Coran. Lire le Saint-Coran, on ne le lit pas comme un roman ni un journal, on lit avec méditation. Car Allah dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an » Les gens, pourquoi ne peuvent pas-ils méditer sur le Saint-Coran ou bien il y a une clé qui ferme leur cœur. Donc Allah, son lieu de regard en nous, c'est le cœur. Et nous avons besoin de méditer sur Allah, sur nous aussi, sur la créature et sur chaque verset que nous lisons dans le Saint-Coran. En intégrant la méditation dans la routine quotidienne pendant le Ramadan, les croyants peuvent enrichir leur expérience spirituelle et en tirer des bénéfices durables au-delà de ce mois béni.
Voilà qui met un terme à ce journal. Bonne suite des programmes sur la télévision au service du développement et à très bientôt.